Bienvenue à cette autre édition du débat sur la chaîne bleue, Canal 2 Info. C'est une actualité qui a droit de citer ces dernières 48 heures. Elle concerne le Cameroun, mais aussi et surtout la lutte que notre pays mène contre la nébuleuse Boko Haram dans la partie septentrionale, notamment dans l'extrême nord de notre pays. Il y a un peu plus de 24 heures, l'information a été rendue publique. Les États-Unis vont de manière pratique et effective accompagner le Cameroun dans cette lutte. Cela a été annoncé par le président Barack Obama en personne, qui, dans un courrier adressé au Congrès américain, a fait savoir que les États-Unis allaient envoyer un contingent de 300 militaires au Cameroun pour aider le pays de Paul Biya à combattre la secte islamiste qui crée beaucoup de dégâts dans la partie septentrionale. Voilà donc le thème central sur lequel nous allons nous appuyer au cours de cet échange avec les invités que nous allons recevoir d'un moment à l'autre. Que peuvent faire les DIs qui sont au Cameroun? 90 d'entre eux sont déjà sur place du côté de Garoua. Quel sera finalement l'impact ou bien que peut-on espérer en filigrane, n'est-ce pas, de cette intervention américaine dans ce combat-là? On avait déjà la force sous-régionale conjointe, on a la force africaine d'intervention en attente qui a eu son accord de siège, finalement au Cameroun il y a 48 heures très exactement. Mais on va revenir sur ce contingent américain avec les invités qui nous font le plaisir d'être là. Et le premier, c'est le premier secrétaire justement du PUS, Serge Espoir Matomba, à qui nous souhaitons la bienvenue une fois de plus dans ce studio. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi de travailler pour l'information, l'éducation des Camerounais dont j'en fais partie moi-même. Très bien. Dans votre stature, n'est-ce pas, de leader politique, et au regard de l'idéologie et des ambitions de votre parti, il va sans dire que quand le Cameroun se fait aider comme ça, là, appuyer, vous regardez tous les contours de ce type de coopération. Il faut dire que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, nous ne sommes pas uniques. C'est-à-dire nous sommes appelés à coopérer avec plusieurs États, plusieurs pays. Sauf que la coopération militaire doit être très bien définie. À partir du moment où on permet à une armée étrangère d'avoir accès dans notre territoire, il est évident que les conséquences... il va falloir les gérer aussi. Il va falloir les gérer aussi. On reviendra certainement sur les conséquences et peut-être même quelques aspects des contours, n'est-ce pas, de cette intervention américaine. Le temps pour nous d'accueillir Edmond Kamgia. C'est un diplomate de formation. Il est aussi journaliste de formation, chroniqueur, n'est-ce pas, sur les questions internationales. Edmond Kamgia, merci d'être en notre compagnie. Bonjour Christian, c'est toujours avec plaisir que je partage des moments comme celui-ci. L'analyse des questions internationales. Alors, est-ce que vous serez attendu à une telle intervention américaine? C'est vrai qu'on la sollicitait, on l'annonçait, quelques-uns disaient même qu'il fallait qu'elle soit un peu plus présente au regard, au-delà des promesses, des discours qui avaient toujours été faits. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que cette intervention américaine était forcément attendue? Oui, la réponse est positive. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, les États-Unis, aux côtés, n'est-ce pas, d'autres pays amis du Cameroun, travaillent pour que Boko Haram soit éradiqué, soit neutralisé. Et je pense que même si on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de soldats américains, je m'attendais à ce qu'il y ait des soldats américains au Cameroun dans le cadre du renseignement, comme cela est annoncé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'un contingent de 390 sont déjà présents, ça fait un peu trop? Oui, je dis que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient assez nombreux parce que 300 soldats, écoutez, dans le langage militaire, c'est une force de frappe assez puissante pour remplir non seulement les missions pour lesquelles ils sont envoyés au Cameroun, mais également, fort heureusement, parce que la mission officielle, vous savez, ils sont ici dans le cadre du renseignement pour aider, n'est-ce pas, appuyer les forces armées camerounaises dans la lutte contre Boko Haram. Mais également, il s'agit, n'est-ce pas, d'une mission d'observation, une mission de reconnaissance aérienne et une mission de surveillance. Et je disais tantôt qu'il y a peut-être des questionnements que l'on peut avoir, mais ça, on va peut-être en parler plus tard. Voilà, au-delà de ces questionnements, Serge Espoir Matomba, Edmond Kamgia estime qu'un contingent de 300 militaires, ça fait peut-être un peu trop pour la présence d'une armée sur un territoire qui n'est pas le sien. Et pourtant, en tout cas, le discours officiel jusqu'ici semble clair. Les soldats n'iront pas de manière assez directe sur le front. Ils ne vont pas combattre. Ils seront certes armés, mais pour se défendre. Et la mission principale reste autour du renseignement,
On a parlé aussi de la formation, notamment dans le déminage. Est-ce que vous avez l'impression, comme Edmond Kamga, que cela fait un peu trop? Ça fait un peu trop. Moi, je parlais tout à l'heure de l'invasion ou alors la présence d'une force étrangère dans un pays indépendant qui se dit tout de moins indépendant. Et je voudrais dire qu'il faut noter un aspect. L'armée américaine a formé en 2011 350 000 pilotes de drones contre 350 pilotes de drones contre 250 pilotes d'avions normaux. Alors, quand on vous dit qu'on a envoyé 300 soldats qui vont aider dans le renseignement aérien, qui vont piloter X ou Y, il faut tout de suite voir que c'est pratiquement presque tout l'arsenal américain qui va s'installer chez nous. Quand on veut bien parler du renseignement, oui, je crois que l'armée américaine, depuis le début du conflit ou bien avant, collabore avec notre armée. Elle a offert des voitures à notre gouvernement, elle donne déjà un appui logistique. Et dans la lettre d'Obama, il ne dit pas que les 300 vont décoller, seront les premiers arrivés sur le terrain. 90 sont déjà là. Ça veut dire qu'il y a déjà une présence. Mais de ces 300, on va défalquer les 90 qui sont arrivés déjà. Non, je ne pense pas. 300 je crois que ça fera en tout 390 qui seront là. Ou alors bien, même si on défalque, c'est 300 de manière même globale. si on défalque les 90, on aura 300, c'est de trop. Je voudrais dire que la lutte contre Boko Haram, c'est vrai que ça continue d'être une véritable bataille, mais ça reste un problème purement économique. Parce que l'armée américaine, les États-Unis n'envoient pas leurs soldats sur un territoire comme le nôtre. On y reviendra, Serge Espoir. On y reviendra sur forcément les intérêts et les appétits qui peuvent être aussi décryptés, n'est-ce pas, derrière une intervention comme celle-là. Mais Edmond Kamga, avant de rentrer peut-être sur l'impact éventuel d'une telle intervention, il y a qu'on va quand même reconnaître qu'un contingent de soldats, ça n'est pas que des pilotes de drones, ça n'est pas que des spécialistes du renseignement. Dans le cas d'une zone à proximité d'un champ de bataille comme celle-là, il y a certainement d'autres unités, sanitaires, culinaires, et j'en passe. Il va sans dire qu'on peut peut-être justifier par ces détails-là le nombre de 300. Oui, effectivement. Vous savez, l'armée, c'est toute une conglomération. Je veux dire, il y a tous les métiers dans l'armée. Il y a tous les métiers. Et dans une guerre comme celle qui oppose le Cameroun à Boko Haram, il faut d'abord préciser que le Cameroun n'est pas seul dans cette guerre. Il y a un ensemble de pays de la ligne de front. Le Cameroun, le Nigeria, le Niger, il y a le Bénin qui va nous apporter un appui à côté du Tchad. Donc il y a plusieurs pays qui sont engagés dans la lutte contre Boko Haram. Il faut souligner ici, et c'est ça permettrait de relativiser un peu notre inquiétude, le fait que l'armée nigériane, ou alors la logistique également, l'armée américaine et la logistique américaine ne pouvaient pas arriver au Nigeria. Et vous le savez, et pour les mêmes raisons. C'est le Congrès américain qui a refusé, n'est-ce pas, que les États-Unis puissent faire parvenir de l'armement. Malgré la demande pressante de Buhari. D'abord, il y a eu Goodluck qui l'a demandé. Tout à fait. Il n'a pas eu gain de cause. Oui. Buhari est venu, il n'a pas eu gain de cause. Il n'a pas eu de gain de cause. Le Congrès s'y était opposé. Et cette fois-ci, c'est le même Congrès qui permet d'agir officiellement pour envoyer non seulement des soldats, mais de la logistique. Et dans l'armée, quand on parle de logistique, il faut s'attendre à tout le matériel qu'il faut, adéquat. Sauf que l'ensemble de ce matériel est utilisé pour la guerre conventionnelle. J'espère que ces militaires qui arrivent... On reviendra sur l'impact. Les missions sont bien assignées. On reviendra sur l'impact. Tout l'appareillage pour la guerre que nous livre Boko Haram. On reviendra sur l'impact au regard, j'en conviens avec vous, de la mutation, par exemple, n'est-ce pas, finalement des actes de Boko Haram, un matériel de convention. Mais je voudrais avec vous qu'on reste sur le plan de la compréhension diplomatique de l'acte, de la décision du Congrès et du gouvernement américain. Pourquoi justement le choix du Cameroun? Qu'est-ce qui peut justifier le choix du Cameroun plutôt que le Tchad ou même le Nigeria qui a eu finalement une fin de non-recevoir d'après le Congrès? Comment, sur le plan stratégique et diplomatique, comprendre le choix du Cameroun quand quelques analystes à l'international disent justement que Barack Obama et son gouvernement ne porteraient pas en sainteté le président de la République du Cameroun? Bon, je commence par élimination. Pourquoi pas le Nigeria? Je l'ai dit tout à l'heure, le Congrès américain s'y est opposé. Pourquoi le Cameroun? Le Cameroun, depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années, a un rôle primordial dans la politique étrangère américaine, depuis notamment 2003.
depuis la guerre du Golfe. En tout cas, depuis l'attaque et l'arrestation et la pendaison de Saddam Hussein. Le Cameroun est au centre de l'actualité internationale dans la politique étrangère américaine. Vous voulez nous rappeler la visite de Paul Biya à Bush en pleine invasion américaine? Le 20 mars 2003, où se trouvait Paul Biya? Il était au bureau ovale de la Maison-Blanche. Mais c'était Bush, c'était pas Obama. C'était pas Obama. Après, il y a eu Clinton. Mais il y a une continuité dans la politique étrangère américaine. Paul Biya se retrouve le 20 mars à la Maison-Blanche, au bureau ovale, au moment où tout l'état-major américain lance les premiers bombardements en Irak. Ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en retournant dans le passé, dans l'histoire. Ça, c'est le premier acte fort, la présence de Paul Biya au bureau ovale le 20 mars 2003. La présence de Paul Biya a validé, je pèse mes mots, a validé et légitimé l'action internationale des États-Unis en Irak. Vous savez qu'en 2003, l'ONU n'était pas favorable à une action militaire. La Chine, plusieurs pays du Conseil de sécurité s'y opposaient, notamment Paris, la France. Et le Cameroun, justement, présidait le Conseil de sécurité, la présidence rotative du Conseil de sécurité. Donc le Cameroun, par la présence de son chef d'État, a validé l'action des États-Unis en Irak en 2003. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, c'est Bakassi, notamment avec l'accord de Green Tree. L'accord de Green Tree, qui vient quelques années après la décision de la Cour internationale de justice, qui permet, n'est-ce pas, au Cameroun de retrouver, de recouvrer son territoire. Bakassi, pour l'implémenter sur le terrain, je crois que le chef de l'État a fait montre de beaucoup d'entre-gens. C'est-à-dire, il a tenu compte des rapports de bon voisinage et n'a pas voulu que cette victoire obtenue de haute lutte sur le plan du droit, sur le plan juridictionnel, soit entachée par quelques motifs ou quelques raisons que ce soit sur le terrain dans nos rapports avec le Nigeria. Et c'est pour cela qu'au lieu d'aller immédiatement brusquer les Nigérians de quitter Bakassi, il a sollicité, au terme de plusieurs rencontres avec le secrétaire général de l'époque, Kofi Annan, des rencontres avec Olusegun Obasanjo, une rencontre au sommet, n'est-ce pas, à Green Tree, près de New York, avec George Walker Bush. C'est encore lui, l'homme du 20 mars 2003, c'était George Walker Bush. Quelques années après, en 2005, c'est encore lui l'accord de Green Tree. Donc, cet accord qui a permis au Cameroun, depuis, n'est-ce pas, de recouvrer la totalité de sa plénitude sur Bakassi, après les 5 ans de la période transitoire, permet aujourd'hui au Cameroun non seulement de renforcer ses rapports de bon voisinage avec le Nigeria, mais d'être avec le Nigeria, qui est aujourd'hui la première puissance, la première économie africaine, un partenaire de choix sur le plan économique, sur le plan commercial, et bientôt peut-être sur d'autres horizons, comme notamment la coopération, même sur le plan technique et militaire. Ce n'est pas exclu. Et la preuve, c'est que la force multinationale mixte qui sera opérationnelle dans les jours à venir met en œuvre des hommes, des officiers, des généraux de brigade camerounais, nigérians et d'autres pays tchadiens dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Donc, c'est quelques repères comme ça qui permettent de comprendre. Pourquoi le choix du Cameroun? Pourquoi le choix du Cameroun? Alors, Serge Espoir, il n'y a que le Cameroun, s'il est vrai au regard du raisonnement de Edmond Kambia, s'il est vrai que le Cameroun serait devenu une plaque tournante stratégique, n'est-ce pas, de la vision des États-Unis dans le golfe de Guinée, on a coutume de le dire, on peut quand même s'interroger. C'est la première fois, justement, qu'il y ait des troupes américaines dans l'interland du Cameroun. On a vu, dans le cas de la sécurisation, finalement, du delta du Niger, on a eu des manœuvres, on a eu la formation des troupes camerounaises, nigérianes, mais on n'a jamais eu une implémentation, une présence américaine sur le territoire camerounais. Pourquoi cette fois-ci, de votre point de vue, cela va se faire dans l'extrême nord, alors qu'on aurait pu procéder de la même manière? Je ne partage pas totalement déjà ce que Edmond venait de dire. Il faut comprendre que la situation géographique du Cameroun permet évidemment aux Américains, parce qu'on est en train d'aller vers une installation d'une base américaine. On va arriver là. Donc, permet aux Américains de trouver déjà, de s'installer véritablement et d'avoir un véritable contrôle sur le golfe de Guinée, la sous-région et l'Afrique même en général, parce que la situation géographique camerounaise le permet. Bon, s'il faut revenir aux victoires, soit dites diplomatiques, qui ont motivé les Américains, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelque temps encore, le poste d'ambassadeur des États-Unis est resté
longtemps vacant au Cameroun. Ça n'était pas faute de volonté de Barack Obama. Je veux dire, il y a un processus que le Congrès devrait valider. Il ne s'agit pas uniquement du processus, parce qu'on constate partout ailleurs, quand l'ambassadeur part, comment ça se passe généralement. Mais ce poste est resté longtemps vacant. Mais il y a d'autres pays qui ont eu le même cas. On a vu l'ambassadeur des États-Unis nous donner une fois un rapport ici où il a été tout de suite appelé au ministère des Affaires étrangères pour lui dire que voilà, monsieur, notre politique c'est désormais comme ça. Non, je ne pense pas que c'est purement dans l'intérêt des États-Unis et de ses partenaires qui décident d'arriver au Cameroun, mais pas dans l'intérêt du Cameroun. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais, parce qu'en réalité, ce n'est pas une véritable aide, comme nous sommes en train d'imaginer ou de penser. C'est une bonne chose pour eux, ce sont des bonnes guerres. Le développement est stratégique. Ils pensent le développement stratégiquement, nous devons en faire de même. Alors, trouver que c'est parce que nous représentons, non. Je crois que la diplomatie, ou alors les différentes interventions de Barack Obama ne devaient jamais motiver l'armée américaine d'arriver au Cameroun. Concernant sa conception, je parle de sa conception de la démocratie, parce que jusqu'à preuve de contraire, même si de façon très sournoise, il peut féliciter M. Biya, il n'est pas d'accord que M. Biya reste au pouvoir pendant plus de 33 ans. Mais alors, il s'agit de la politique interne du Cameroun. Je veux dire que sur ce plan-là, ce n'est pas purement de la diplomatie, mais c'est stratégiquement et c'est stratégie et c'est économique. Encore qu'entre pays, il n'existe que d'intérêt finalement qu'ici, à chacun de ces pays-là, on n'est pas en diplomatie pour se faire le regard des gros yeux et des 12 yeux. Alors, mais Serge Espoir, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. On ne peut pas évacuer de manière assez directe ces éléments-là. Quand on se rend compte aujourd'hui que le site et le choix de construction de l'ambassade actuelle des États-Unis au Cameroun est quand même quelque chose, on dit, de la deuxième ambassade la plus grande, en tout cas après celle de l'Afghanistan, dans le monde. Et vous avez ça, vous avez l'implication des États-Unis, notamment dans le delta du Niger. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, de la part des États-Unis, une volonté d'assister le Cameroun au regard de ce que le Cameroun, comme vous le dites, serait d'un grand apport dans ses velléités sur le plan finalement de la maîtrise de l'espace du Golfe de Guinée? Il faut savoir que les États-Unis, quand ils pensent leur développement et leur suprématie dans le monde, ils essayent de savoir où est-ce qu'ils peuvent avoir des véritables bases, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils peuvent... C'est un peu comme la Chine dans les années 70, dont nous nous vantons d'avoir côtoyé l'économie et qui a décidé, qui aujourd'hui est la deuxième puissance économique mondiale, parce qu'elle a décidé, elle a externisé sa politique économique. Et ça a donné beaucoup, ils ont gagné beaucoup en externisant. Aujourd'hui, ils sont en train de restructurer l'économie chinoise. Donc, c'est un peu dans ce sens. Les États-Unis, pour évidemment rester la superpuissance américaine, a des bases établies un peu partout. Ces bases ne sont pas là pour le bien forcément de ces pays, mais sont d'abord pour l'intérêt des États-Unis. Ce n'est pas, évidemment, nous ne pouvons pas balayer du revers de la main les installations de l'ambassade américaine ici. Elle n'est pas construite au hasard, elle n'a pas été pensée au hasard. Je disais, la situation géographique déjà du Cameroun est un argument majeur dans l'installation et la venue de... Vous pensez que à l'état actuel, le Cameroun ne pourrait pas tirer profit d'une telle présence ou d'une telle coopération? Disons que, proprement dit, les États-Unis en tirent plus. Les États-Unis, et je reste ferme là-dessus, les États-Unis en tirent plus. Il n'y a pas d'amitié entre pays ou de coopération proprement dite. Il n'y a qu'un jeu d'intérêt. Les États-Unis en tirent plus. Mais au Cameroun de trouver son intérêt dans cette coopération. Au Cameroun de trouver son intérêt. Mais vous ne pouvez pas accuser les États-Unis d'avoir fait leur part du job. Je ne suis pas en train d'accuser les États-Unis. Je félicite les États-Unis de bien travailler pour leur intérêt. Le Cameroun doit faire autant. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire à nous de voir comment tirer profit de ce jeu-là. Parce que quand on voit la force multinationale, la force multinationale qui est mise en place, dont le siège désormais sera la force africaine d'attente d'intervention, dont le siège sera à Douala, qui est encore supporté logistiquement par les Américains, on comprend qu'il y a un très grand intérêt. Il ne s'agit pas de stabilité, il ne s'agit pas de lutte pour la paix impérativement, non, il ne s'agit pas de ça. Voyons
essayons d'être beaucoup plus très ouverts en nous disant que oui, désormais, pensons à notre pays, luttons pour notre pays, bien que nous ne soyons pas isolés dans le monde. On reviendra à vous sur ces connexions qui peuvent quand même aussi justifier la présence des États-Unis. Mais Edmond Kamgia, pour être un peu plus pratique dans le contexte actuel, 300 soldats d'IAS au Cameroun, pour quel impact de votre point de vue? Oui, moi je préfère regarder les choses du bon côté. Vous savez, si nous voulons prêcher l'apocalypse, c'est l'apocalypse qui va arriver. Je ne pense pas que la présence militaire américaine au Cameroun soit dans un sens qui nuise à la paix et à la sécurité du Cameroun. Moi, je vois les choses du bon côté. Pourquoi je vois les choses du bon côté? Parce que ça arrange non seulement les États-Unis, comme vous l'avez dit, mais ça arrange également le Cameroun. Parce que si ça n'arrangeait pas le Cameroun, je ne pense pas que la coopération, dans ce sens bilatéral, aussi renforcée, serait parvenue à un tel résultat. C'est parce que ça arrange aussi bien Yaoundé que Washington. Moi, même si peut-être Washington... il ne faut pas oublier un fait... J'ai pas terminé. Si vous me permettez juste une seconde. Alors, c'est une coopération bilatérale. Juste une seconde. Il ne faut pas oublier un fait. Avant que les États-Unis n'envahissent l'Irak, l'Irak ne connaissait pas des attentats terroristes. Après l'invasion des États-Unis, on voit comment la situation de l'Irak... Nous ne sommes pas dans un cas d'invasion. Non, nous ne sommes pas dans un cas. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si évidemment l'invasion était dans l'intérêt de l'Irak, alors ce serait autre chose. Alors, Edmond va terminer. Non, je vais vous contredire tout de suite. Lorsque les États-Unis décident d'aller en Irak, l'opération n'est pas la même que celle qui amène les Américains au Cameroun. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas la même opération. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est ni la même thématique, et ce n'est pas le même contexte non plus. Ça ne pourrait plus être le même contexte. Restons dans le contexte. Restons dans ce contexte. 300 soldats, 300 DIs au Cameroun, pour quel impact? Oui. En analysant les choses dans leur contexte, tout se comprend. Les choses sont liées et ça se comprend. Vous avez dit tout à l'heure, au début de vos propos, Christian, qu'il y a eu un accord de siège entre l'Union africaine, n'est-ce pas, et le Cameroun, notamment concernant la force africaine en attente, basée à Douala, et qui est dirigée notamment par l'ancien président de Guinée, Sékouba Konaté. C'est lui qui assure la coordination. Et on a vu régulièrement, ici à Douala, des Américains, des DIs arriver, je dis régulièrement, d'année en année. Comme on a vu également des soldats français de notre pays venir soutenir, encadrer les soldats camerounais dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et l'insécurité dans le golfe de Guinée. Et ça, vous ne pouvez pas le démentir. Là, c'est dans le cadre de la coopération, non seulement bilatérale, mais également multilatérale. Parce qu'il y a l'Union africaine qui est, n'est-ce pas, au centre de la force africaine en attente. Et il s'agit de toute l'Afrique. Il ne faut pas oublier que la force africaine en attente, même si les États-Unis ont aussi un contingent particulier pour l'Afrique. Effectivement. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'envoi des contingents comme ceux-là, le Cameroun n'est pas le seul à en bénéficier? Est-ce qu'on peut dire que ça participe quand même, comme le disait Espoir Matomba, d'une stratégie globale des États-Unis pour avoir une mainmise sur finalement le golfe de Guinée et l'Afrique? On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas du tout l'exclure. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, sur le plan de la stratégie globale, il s'agit effectivement... On a la force africaine en attente qui sera soutenue par les États-Unis. Tout à fait. On a d'autres contingents parce qu'il faut lier ça aussi aux différents foyers de terrorisme où les États-Unis, pour la plupart, sont présents. Tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas, finalement, pencher un peu pour le raisonnement de Espoir qui voudrait quand même faire croire que c'est des intérêts américains qu'il s'agit beaucoup plus que de la pacification de l'Afrique? Vous savez, dans le monde diplomatique, les intérêts priment. Les intérêts priment dans les relations entre les États. Mais il ne faut pas exclure d'autres qualités, d'autres vertus qu'il y a dans la coopération bilatérale et dans la coopération multilatérale. Le but n'est pas seulement de faire des bénéfices de l'économie, de protéger les intérêts vitaux, mais c'est aussi de renforcer des relations historiques entre les États, entre des puissances. Et le contexte actuel montre que le Cameroun, autant que les États-Unis, gagnent dans cette coopération. Pourquoi le Cameroun gagne dans cette coopération? Je pense qu'il faut voir les choses dans un sens positif. Allons-y, Edmond. Le Cameroun gagne dans cette coopération parce que cette aide, ce soutien dans la logistique, dans l'armement et notamment dans la formation, la présence des soldats américains en Afrique, au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on gagne? Parce qu'il s'agit d'experts
dans ces 300 soldats, il y a des experts en matière de déminage, il y a des experts en matière d'explosifs. Vous savez qu'avec le changement de mode opératoire dans la guerre que nous mène, que nous livre Boko Haram, il y a ces enfants, ces fillettes-là, qui vont dans les marchés, dans les mosquées et qui se font exploser. Il s'agit maintenant d'envisager une sorte de guerre préventive. C'est-à-dire il faut identifier le type d'explosif qui est utilisé. Il faut former des soldats dans le matériel, dans la maîtrise et la connaissance du matériel utilisé par Boko Haram. Non, je le dis ainsi. Écoutez, je n'ai pas le cahier de charge de cette coopération sous la main, mais vous ne pouvez pas l'exclure parce que la formation est prévue. On reviendra à vous. La formation est prévue. On reviendra à vous. Je dis, et ça, c'est des gains. Et c'est des gains à long terme. Parce que la formation qui sera assurée aux soldats camerounais, c'est une formation qui va aller de génération en génération. C'est une sorte de formation des formateurs. Alors, et pour chuter Edmond Kambia, si vous avez vu l'intérêt des Camerounais, de votre point de vue, quel pourrait être l'intérêt des États-Unis? Mais effectivement, vous savez que dans cette zone-là, l'extrême nord du Cameroun, c'est une région, malheureusement, où les populations sont appauvries. Je ne dirais pas qu'elles sont seulement pauvres, elles sont appauvries parce qu'elles pouvaient être très riches, les populations de l'extrême nord du Cameroun. En quoi Le cela... sous-sol de l'extrême nord du Cameroun est très riche, y compris en pétrole. Vous y voyez l'intérêt américain? Oui, n'oubliez pas le pas blanc Tchad-Cameroun. Les Américains ont beaucoup d'intérêt dans le pas blanc Tchad-Cameroun. Et les Américains n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une rébellion permanente dans cette région. Je le précise, les Américains n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une rébellion permanente dans cette région. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats et de controverses sur la présence ou non d'une rébellion interne ou externe qui serait liée à Boko Haram. Ça, c'est un autre débat. Mais je vous dis, les Américains protègent leurs intérêts économiques aussi. Parce qu'ils veulent sécuriser le pétrole tchadien qui va descendre par le Cameroun. Et ils veulent faire partie des acteurs d'une éventuelle exploitation. Ils veulent faire partie effectivement des acteurs d'une éventuelle gestion prochaine des minéraux qui se trouvent dans cette région de l'extrême nord. N'oubliez pas que la Chine aujourd'hui se retrouve un peu partout en Afrique, joue un rôle de premier plan, a déclassé la France dans les grands marchés, dans tous les domaines. Et l'Amérique ne veut plus être écartée, n'est-ce pas, de ces grands marchés, y compris les marchés des minéraux. Et le Cameroun comporte dans cette région du Cameroun d'énormes minéraux qui vont de la zone de conflit jusque dans les becs dans ce qu'on appelle le bec de canard. Très bien, Edmond Kambia. Alors, Serge Espoir, vous avez manifesté une certaine inquiétude au regard de l'annonce et de la présence de cette troupe, de ce contingent américain. Vous citiez déjà éventuellement une mutation de cette présence vers une base véritable militaire américaine. Selon vous, quels seraient les risques effectifs d'une présence, d'une quelconque présence américaine sur le territoire camerounais? Comment vous appréhendez ce risque-là? Alors, du moins, les risques, si vous voulez, seront le pillage du Cameroun. À quel niveau et de quelle façon vous pensez que ce pillage pourrait être organisé? Edmond l'a si bien dit, dans les avantages que les États-Unis pourront tirer, n'est-ce pas, de leur présence dans le septentrion. Et il faut dire qu'un autre point, dans les jours à venir, et ça c'est quelque chose que nous sommes au Cameroun, nous sommes présents, nous allons vérifier, plusieurs ONG vont refaire surface et vont arriver au Cameroun. Désormais, avec la présence militaire américaine, il est clair que les choses ne se passeront plus comme avant. C'est-à-dire que les rapports vont commencer chaque jour à être montés sur des tables. Et au finish, lorsque vous allez vouloir faire ceci, on va vous dire non par rapport à. C'est pour dire que non, c'est Vous pensez que c'est un véritable foyer de déstabilisation pour nous? Ça commence. Ça commence. Il faut être très vigilant. Certains disent que vaut mieux les Américains que les Français. Non, vous pensez quoi de cette histoire? C'est ne pas comprendre en réalité ce qui se passe. Ceux qui le disent oublient un fait. Les Américains ne viendront pas au Cameroun si la France n'est pas avec eux. Ça, c'est une des choses. Ce sont des partenaires. Donc, qu'on nous dise qu'ils sont séparés par rapport à X, par Y, non. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'être partenaires avec les Américains? Ce sont des partenaires. Non, rien ne nous empêche. Nous sommes partenaires avec eux. C'est la raison de leur présence. Pourquoi faudrait-il faire un procès aux Américains si nous n'arrivons pas? Je n'en fais pas. Je dis, nous devons comprendre les intérêts qui a collaboré avec des nations. Ce que nous tirons
ce que nous pouvons en tirer comme profit et ce qu'eux, ils en tirent. Donc, mais ne pas perdre de vue qu'ils sont avec nous par rapport à leurs intérêts. Donc, je revenais sur cet aspect en disant que la France et les États-Unis sont des partenaires. Si aujourd'hui, on disait qu'on envoie 300 soldats français au Cameroun, c'est sûr que tout le monde sortirait pour aller attendre ces derniers à l'aéroport et dire retournez. Mais en disant on envoie 300 soldats américains, il y a eu une très bonne concertation entre les deux pays qui sont des excellents partenaires et qui travaillent évidemment pour leurs différents intérêts. En envoyant les forces américaines, il est clair que c'est la France. La perception de la population sera complètement différente. Et puis il faut dire, contrairement à ce que Edmond disait tout à l'heure, que les 300 soldats ont des missions qui sont connues. Ils viennent aider dans la surveillance, ils ne viennent pas dans le déminage, ils ne vont pas descendre sur le terrain, ils viennent dans la surveillance et le survolement, le renseignement, et ils vont survoler les zones. Donc ces missions sont connues. Ces missions peuvent être réalisées à partir des États-Unis. N'oublions pas que la technologie aujourd'hui nous permet, nous sommes dans ce studio, mais nous sommes tout de suite regardés, suivis aux États-Unis, vous le savez. Donc on n'a pas besoin de 300 hommes sur le sol camerounais pour faire de la surveillance. Vous essayez d'ajouter leur cahier de charges en disant qu'ils vont faire des minages, de la formation. Non, c'est prévu dans le cahier de charges. Le déminage n'est pas dans le cahier de charges de ces 300 hommes. Les missions sont connues et elles sont bien assignées. C'est justement là l'intérêt des États-Unis à être présents sur notre terrain. Alors, regardons où nous pouvons en tirer profit et ayons... Alors, quitte à nous, comme vous le dites, peut-être d'évaluer, n'est-ce pas, l'intérêt que nous pourrions avoir derrière cette coopération. Mais Serge Espoir, dans le contexte actuel d'une lutte acharnée contre Boko Haram et tous ces groupuscules et bandes armées qui écument, n'est-ce pas, la région frontalière de l'extrême nord, est-ce que vous pensez que ce type de menace qui finalement a pris une envergure globale ne puisse pas bénéficier d'une stratégie globale en première ligne l'expertise des États-Unis? Une stratégie globale serait bien si le Cameroun lui-même se dote, n'est-ce pas, des moyens pour résoudre ce problème. Vous voyez, il y a une crise de l'immigration ces jours en Europe. Quand le patronat allemand est monté au créneau en disant « nous avons besoin de la main-d'œuvre », tout de suite on a ouvert les frontières et on a dit « essayons de répartir les immigrés, ayons un quota d'immigrés ». Vous avez vu ce que la Hongrie a fait. Le président a décidé de fermer sa frontière en construisant un mur. Nous savons d'où viennent les attaques de Boko Haram. Qu'est-ce qui nous empêche de construire un mur dans toutes ces zones-là et contenir ce conflit? Qu'est-ce qui nous empêche? Sont les moyens? Non. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi on envoie des enfants, des Camerounais et bien d'autres qui vont mourir sur ces champs-là? Nous pouvons le faire. Mais vous pensez que la réalité sociologique des territoires entre le Cameroun et le Nigeria aujourd'hui nous permettrait de le faire? Nous pouvons le faire et contrôler les entrées et les sorties. C'est une question de souveraineté. C'est une question... Ne parlons pas de réalité sociologique. Les éléments de Boko Haram ne sont pas en train d'attaquer vers la frontière, les frontières du sud-ouest, où ils n'attaquent pas de ce côté au littoral. On sait exactement. Donc nous pouvons essayer de revoir notre stratégie au niveau de la frontière. Ça fait combien de kilomètres de frontière? On peut construire. On peut construire quand il s'agit de la sécurité de l'État. 800 km. On peut construire quand il s'agit de la sécurité de l'État. Et les moyens n'en manquent pas. Et à partir de ce moment, on peut véritablement contrôler quels sont ceux qui entrent, comment ils entrent, comment ça peut se passer. Très bien. En tout cas, c'est une solution qui peut mériter un intérêt en termes d'examination. Edmond Kambia, est-ce que de votre point de vue, quand même, au regard de tous ces intérêts que vous signifiez dans cette coopération, on peut quand même dégager des risques de voir sur l'interland camerounais ce qui n'était jamais arrivé avant? On se souvient bien que le président Ahidjo avait de toute évidence refusé la présence d'une base militaire étrangère sur le territoire camerounais. Ça n'est pas une base proprement dite, c'est certainement un regroupement d'un contingent. Est-ce qu'on ne pourrait quand même pas y voir des risques, Edmond Kambia? Effectivement, il y a des risques, mais je vais d'abord rebondir sur ce qu'Espoir disait tout à l'heure, sur l'idée de construire des murs, je sais pas, à la frontière avec le Nigeria. Je pense que c'est une bonne idée, mais une idée qui a beaucoup de limites. Beaucoup de limites parce que non seulement les frontières sont très poreuses entre le Cameroun et le Nigeria, et même avec tous les autres États voisins du Cameroun, mais il y a, n'est-ce pas, le fait que les populations du Cameroun et les populations frontalières
qui sont des pays voisins du Cameroun, ils entrent, ils sortent. Et vous savez, c'est les mêmes familles. Hein. On a des membres du gouvernement au Cameroun qui ont des familles au Nigeria. On a des membres du gouvernement au Cameroun qui ont des familles au Tchad, en Centrafrique. Mais la présidence centrafricaine est d'origine camerounaise. Le problème, vous n'allez pas fabriquer un mur pour empêcher Catherine Samba Panza de venir au Cameroun. Non, ça ne va pas l'empêcher d'entrer. C'est une solution très limitée. Cherchons des solutions plus efficaces. Sauf que le problème que Espoir pose, c'est celui de l'identification. Tant que vous êtes identifié, vous passez autant de fois que vous voulez. Donc le mur ne sera qu'un tamis. Renforçons l'identification. Mais recherchons des solutions plus pérennes et durables. Et construisons les murs. Si on s'en tient à ce développement. J'ai dit que c'est une bonne solution, mais elle est très limitée parce qu'il faudra que des soldats se postent sur tous les 475 000 km² des frontières, 24 heures sur 24, pour que personne n'entre et que personne sorte. Ou alors que les gens entrent et sortent et soient identifiés. Et qu'il y ait un policier derrière chaque étranger qui entre au Cameroun et pendant la durée de tout son séjour au Cameroun. Même aux États-Unis, je peux vous assurer que c'est difficile. On le voit à la frontière du Mexique. Alors, on le voit. On va sortir. Il y a une autre question que tu as posée sur les risques. Je suis désolé. Je n'ai encore rien dit sur les risques. Oui, sur les risques. Effectivement, il y a des risques. Il y a des risques. C'est la raison pour laquelle, dans la normalisation aujourd'hui entre la Havane et Washington, Raúl Castro insiste non seulement sur la levée de l'embargo, mais sur le retrait des soldats américains de la base militaire de Guantanamo. Parce que c'est un risque. La très controversée c'est parce base. qu'il y a la base militaire de Guantanamo, n'est-ce pas, en territoire cubain, que Cuba se sent surveillé. Cuba n'a pas pu faire un certain nombre de choses depuis 53 ans. Donc cette normalisation entre Cuba et les États-Unis va apporter beaucoup de choses. Parce que la présence de la base militaire américaine n'a pas fait du bien à Cuba. Ça, il faut le dire. Alors, si on renvoie ça au Cameroun, c'est-à-dire, imaginons un scénario où ces 300 soldats visent à moyen ou à long terme à installer une base militaire au Cameroun. D'abord, il faudrait savoir pourquoi une base militaire au Cameroun, une base militaire américaine. Et vous savez que la France n'a pas pu installer, malgré ses efforts, une base militaire au Cameroun, comme elle a fait à Djibouti, comme elle a fait à Libreville, malgré l'école d'aviation à Garoua, à N'Djamena. Le Cameroun a résisté de bout en bout. Et vous ne pensez pas que le Cameroun serait prêt à résister aux États-Unis si, je dirais comme ça, si par absurde, l'idée maîtresse de l'envoi de ce contingent visait l'installation d'une base militaire et non pas les éléments de la mission. Là, il faut s'interroger. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre ici, parce que c'est une question très stratégique qui concerne les relations entre deux États. Et je pense que les fins limiers des deux États ont certainement discuté de tous les cas de figure. N'oubliez pas que les Américains qui arrivent ne sont pas les seuls étrangers au Cameroun depuis que la guerre contre Boko Haram est déclenchée. Il y a des soldats français qui sont arrivés au Cameroun pour le renseignement. Ils ont fait le travail, ils le font encore. Pourquoi est-ce que la présence militaire américaine devrait faire problème si elle ne l'a pas fait? Si les Américains ne sont jamais arrivés nous soutenir, je veux dire militairement en termes de soldats. Bon, c'est vrai qu'ils sont souvent arrivés. On a vu dans le cas de la coopération militaire et autres. Mais je pense qu'il faut juger le maçon au pied du mur. Ce n'est pas bon de condamner. Alors, en attendant de juger le maçon au pied du mur, nous allons sortir par ça. Edmond Kamgia, de votre point de vue, quelles pourraient être les stratégies justement pour maîtriser le risque d'une telle implémentation? Oui, je pense que c'est simple. Je pense que le chef de l'État camerounais est suffisamment entouré. Il n'y a pas que des professeurs agrégés de la normalisation, mais qu'il y a également des professeurs agrégés en matière de stratégie, de géostratégie. Je pense qu'il y en a. Ils sont militaires, il y en a qui sont civils. S'il est suffisamment bien entouré, il saura comment surveiller cet appui militaire au Cameroun. Et si vous leur donnez une piste, en attendant que les grandes stratégies ne soient dévoilées? Vous savez, ce n'est pas dans les médias. C'est pas dans les médias. Je vous laisse. On va donner ce type de piste. J'ai dit globalement, il faut surveiller cet ami. Parce que les amis sont des amis quand ils font des bonnes choses pour vous. Les amis deviennent dangereux quand ils commencent à vous nuire. Et je ne pense pas, et je l'espère, que ce soit le dessein de Washington de nuire à Yaoundé.
Très bien. Serge Espoir, pour sortir, Je crois comment qu'il faut- contrôler finalement ce risque que vous voyez tant? Il faut évidemment les contrôler, mais il faut être au commandement. C'est-à-dire que tout ce qui doit être fait par eux, le Cameroun doit être au-dessus. C'est-à-dire que c'est le Cameroun qui doit décider la politique à mener dans leurs différentes interventions. À partir de ce moment-là, il est possible que qu'on puisse aller et pouvoir bénéficier évidemment de leur expérience sur le terrain. Comment vous contrôlez le déploiement des drones que vous n'arrivez même pas à manipuler et à cerner? Et c'est justement là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les drones américains ont toujours été pilotés à partir de l'Allemagne. Ça veut dire que les drones peuvent être pilotés à partir des États-Unis. Moi, je condamne fermement la présence physique de 300 hommes sur le terrain, sachant que c'est plus ou moins les mêmes missions qui les sont assignées. Ils peuvent le faire à partir de n'importe où dans le monde. Et évidemment, vous savez que la base de l'Allemagne, ils sont en train de partir de l'Allemagne déjà. Donc, il faudrait bien trouver un bon lieu où s'installer. Le Cameroun comme base de remplacement de l'Allemagne? Le Cameroun serait un lieu très indiqué. Très bien. Voilà, un dernier mot, Je Edmond voulais dire Kambia. un dernier mot, ils arrivent au Cameroun, les soldats américains, et une chose m'a attiré mon attention, c'est que c'est l'une des rares fois que le Congrès américain permet à ses soldats d'aller à l'étranger sans un délai. Il n'y a pas un délai fixe. Le débat était digeste, on a tout simplement pas dit qu'ils sont à la d'opposition. disposition des autorités locales. En fait, c'est une pièce de monnaie qui a deux figures. C'est-à-dire, si le Cameroun gère bien la présence militaire américaine au Cameroun, elle va s'en sortir, elle va beaucoup gagner. Mais si elle gère mal, si le Cameroun gère mal la présence militaire au Cameroun, ça va mal se passer. On espère simplement que cette dernière parole de Edmond Kambia sera tout le contraire de ce qu'on va observer dans cette coopération annoncée et déjà démarrante, n'est-ce pas, entre l'armée camerounaise et les GIs qui sont envoyés. Un contingent de 300 hommes sont attendus. 90 d'entre eux sont déjà à Garoua. C'est un contingent avec une mission, nous dit-on, de surveillance, une mission de formation. Et on espère simplement que le Cameroun s'en tirera à bon compte dans cette lutte acharnée menée contre la secte islamique Boko Haram. Madame, merci. Monsieur, merci d'avoir écouté cet autre débat sur la chaîne bleue. Donnons-nous rendez-vous pour une prochaine édition. Ce sera avec le même plaisir.